Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté. Aujourd'hui, nous avons le titan du financement au Québec. Écoutez, c'est assez impressionnant parce que il est arrivé du Sri Lanka à l'âge de 8 ans, et puis avec ses parents, naturellement, pour fuir la guerre. Puis aujourd'hui, il génère plus de 100 millions en prêts par année, annuellement. Courtier hypothécaire, prêteur privé, fondateur du méga événement Elevate. Si tu n'as pas vu ça, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux. On va en parler un petit peu plus tard, mais il est la preuve vivante que, justement, la résilience et le réseau sont ce qui fait pour réussir et bâtir un empire. Bienvenue, Sirujaan. Quelle belle introduction, man. Malade. High five. Yes, sir. Yes, sir. Hey, Sirujaan, je suis vraiment excité aujourd'hui que tu viennes au podcast. Tu m'as inspiré beaucoup. Faut que d'entrée de jeu, il faut que tu comprennes que pour moi, tu es une inspiration par rapport à tous tes podcasts que tu as faits. Moi, j'ai participé à ton podcast, puis j'étais vraiment excité, puis ça m'a inspiré à en faire un. D'ailleurs, Vincent, le propriétaire de l'agence limonade.ca, lui aussi, il m'a chalé pour faire un podcast, puis là, j'ai dit, faut que j'aille voir ce que Sirujaan fait, puis en même temps, on va regarder ça. Oh, wow. Ben, ça me fait plaisir. On inspire. C'est comme ça la vie. Hein? Exactement. On commence des projets puis dans le but de pouvoir réussir d'abord. Puis quand à un certain point, tu veux inspirer d'autres personnes pour faire la même chose. Donc, je suis vraiment content que tu me dises ça. Merci. Hey, Sirujaan, on parle de tes débuts, mais on va aller rapidement. Tu es arrivé ici avec tes parents à l'âge de 8 ans. Là, je me rappelle, tu m'avais parlé de ça, c'était pour fuir la guerre. Oui. Parle-moi comment, quand tu es arrivé ici, ça a été quoi ton effet entre, mettons, une zone sèche, tu sais, là, quand même, les terres sablonneuses, arriver aux terres sablonneux blancs du Québec. T'es arrivé, t'en rappelles-tu dans quel mois? Oui, le 22 janvier 2002. Oh! Yeah. T'es passé de plus 42 à genre moins 42. Oui, exact. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était une journée enneigée. Il y avait quand même assez de neige. J'ai jamais vu de la neige auparavant, bien sûr. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est courir dehors pour essayer de prendre la neige pour voir si ça reste dans les mains ou quoi que ce soit. Mais ça a été une belle expérience, honnêtement. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'ai beaucoup de souvenirs de mon pays également. Beaucoup. J'ai des souvenirs de quand on changeait d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, quand j'étais dans un camp de réfugiés, quand j'étais dans un bunker. Alors, c'est vraiment au fin fond de ma mémoire, mais j'essaye toujours de garder ça pour donner assez de gratitude et me dire, you know what, on est chanceux d'être ici, ouais. Ben justement, parce que toi, tu bâtis ton succès, dans le fond, enfin de créer une meilleure vie de base quand tu es rentré ou tu as vieilli, tu sais, là, l'école secondaire, le cégep, dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie à ta famille, tes parents. C'est ça. En fait, l'objectif ultime au départ, c'était réussir dans ce domaine, réussir dans la vie. J'ai toujours été quelqu'un avec des grandes ambitions, des grandes visions. Je regardais des vidéos YouTube depuis que je suis tout jeune. Je regardais des influenceurs, des acteurs de Hollywood à Bollywood. Je regardais tous ces gens-là réussir et j'avais toujours cette ambition, ce feu en moi là. Je veux devenir quelqu'un d'important. Je veux réussir. Je veux faire de l'argent. Je pense que les belles choses, il y a des belles choses dans la vie que tu peux vivre sans argent, mais il y a encore des plus belles choses que tu peux vivre avec l'argent. Donc, je préfère avoir les deux en même temps. Au début, c'était l'argent, tu vois, comme toute jeune, on est motivé, inspiré par l'argent. Mais plus tard, c'était, OK, ben, l'argent, c'est pas tout. C'est aussi aider les autres, aider ma famille. Mon objectif ultime maintenant, c'est de prendre la retraite de mes parents. Ils ont travaillé très, très fort depuis une vingtaine d'années, quoi. Depuis qu'ils sont ici. Ils ont fait énormément de sacrifices. Donc, je suis rendu dans une position où maintenant, c'est plus travailler pour moi, c'est pour travailler pour ma famille, travailler pour mes parents. Et d'ici les 5 prochaines années, mon objectif, c'est de prendre la retraite de mes parents. Ils ont vendu dernièrement leur dépanneur qui ont opéré pendant une vingtaine d'années. Et ça me rend triste que, ma mère, même s'ils ont vendu, ils n'ont pas eu nécessairement ils n'ont pas nécessairement organisé les choses
pour qu'ils puissent prendre leur retraite. Ils ont eu juste assez pour pouvoir payer leurs dettes. Alors, ma mère continue à travailler à salaire minimum. Donc, mon objectif, c'est de prendre... Est-ce qu'on peut dire que d'emblée, les Canadiens, les Québécois organisent mal leur retraite de base? Parce que, tu sais, on se fait pas enseigner ça. Tu sais, moi, mon père m'a appris à travailler vraiment comme un workaholic. Puis depuis mes 50 ans, je suis en transition pour avoir des heures régulières de 40 heures. Mais moi, on m'a appris ça, être workaholic, mais on m'a pas appris à préparer ma retraite. Est-ce que toi, avec ton métier, tu vois comme courtier hypothécaire, est-ce que tu vois ça, que c'est pas mal... Pas mal, effectivement. Effectivement, je regarde, on en finance beaucoup, une centaine de clients par année, donc je remarque souvent ça. Et ça me fait de la peine de voir un client qui m'appelle et qui a 50, 60 ans, puis il est borderline limit, et il doit continuer à travailler. C'est sûr que c'est pas fun à voir. Et surtout avec les maladies qui s'ajoutent, les problèmes de santé mentaux qui s'ajoutent et tout ça, c'est sûr que c'est difficile, right? Alors, statistiquement parlant, il y a une statistique venant du Statistique Canada qui dit que la moyenne de tes revenus de pension, c'est autour de 1300 à 1500 $ par mois. Donc, c'est pas énorme, là. C'est 1300, 1500 avec un loyer de 900. Il te reste pas grand-chose pour vivre. Donc, c'est pour ça que dernièrement, je me suis lancé dans le coaching. Après 10 ans de carrière dans le courtage hypothécaire, on fait toujours du courtage, mais on a ajouté cet onglet. Je rentre dans le terrain des grands joueurs comme M. JF ici. Et mon objectif, c'est d'éduquer les gens comment bien faire les choses, surtout avec l'immobilier. Right? On croit à l'immobilier, on sait que l'immobilier peut amener de grandes choses. Mes propres parents, une des raisons pourquoi j'ai été inspiré à rentrer dans le courtage hypothécaire, c'est grâce à mes parents qui ont acheté, dès le départ, quand ils sont rentrés au pays, un plex qui leur a permis de pouvoir le vendre et faire un grand profit. Ce profit, ils l'ont mis dans une propriété unifamiliale ici à Laval, proche d'ici. Et c'est comme ça que j'ai vu mes parents. Ils m'ont jamais, tu sais, les parents, surtout les parents immigrants, ils vont jamais te dire, ils vont jamais t'asseoir et te dire, voici pourquoi j'ai fait ce move. C'est plus comme, OK, tu regardes, aller, puis ça te motive, ça te passionne, ça te pousse, tu vois. Alors, je dirais que c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans l'immobilier. Et mon objectif, c'est, parce que j'ai vu ça, je sais que c'est possible pour n'importe quelle personne, même s'ils n'ont aucune éducation financière, éducation sur l'immobilier, tu peux y arriver. Eux, ils connaissaient absolument rien. C'est leurs amis qui leur a parlé de l'immobilier, qui ont dit, hey, achète un plex, ça va être une bonne chose à faire. C'est une bonne chose à faire. Quelques années plus tard, plus de 300 000 de profit. Ça, c'est absolument à faisant rien du tout. Oui, tu peux être un investisseur chevronné, puis commencer dans les flips, commencer à optimiser et tout. Même quelqu'un qui veut absolument rien faire de tout ça, il veut pas acheter un deuxième job, il peut juste acheter des biens. 10 ans plus tard, 1,5 à 2,5 millions de dollars d'équité que tu peux bâtir quand c'est bien acheté, quand c'est bien localisé. C'est quand même assez exceptionnel de voir ce qu'on peut faire avec l'immobilier. Serujan, jeune dans la trentaine, dans la première phase de ton sommet, je vais dire, tu es au sommet en ce moment au Québec, on va dire ça, parce que je connais des ambitions, puis les spectateurs qui nous écoutent en ce moment, on va en reparler un petit peu plus tard, mais on va dire, tu es pas mal au sommet en ce moment de ta trentaine au Québec. Le jeune de 8 ans, quand il est rentré au Québec, la première fois qu'il a mis les pieds à Pierre-Éliott Trudeau, s'il regarde aujourd'hui, mettons, on le met, là, tu sais, il est là, puis on met Serujan à côté, il y en a un qui est plus grand que l'autre, hein? Ouais. Il penserait quoi de son comparse de la trentaine? Il en penserait quoi? D'abord, juste commenter, mettre en parenthèse, merci de me dire que je suis au sommet. C'est souvent difficile envers moi-même. J'ai l'impression que j'ai rien fait encore. Alors, quelqu'un me dire que je suis au sommet, j'apprécie vraiment. Ça fait du bien entendre cela. Mais comme je t'ai dit, je suis vraiment difficile envers moi-même. Donc, si je regarde le petit garçon de 8 ans qui est rentré au pays, qui regarde Serujan, c'est sûr qu'il est dans les airs, là. Il est au paradis. Il dit « Wow! Ouais, what a man! » What a man, exact. Honnêtement, je pense qu'il me mettrait dans la même catégorie que ses idoles Hollywood, Bollywood, tu vois. Alors... Pas de gun dans les mains, par exemple. Pas de gun dans les mains. Parce qu'Hollywood, c'est pas mal les pistolets, les pampards. C'est ça, donc je pense qu'il serait fier de moi. Il serait fier de moi. Et il m'aurait
en fait, je l'aurais remercié. Je l'aurais remercié parce que sans les petits moments d'encouragement, sans les petits moments de, de réflexion, puis de dire, you know what, c'est aujourd'hui, il faut que tu fonces, il faut que tu avances, peu importe ce que tu vis. Ce petit garçon a toujours avancé. Tu sais, il a eu beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments où il aurait pris une autre direction, mais il a toujours fait la bonne chose. Alors ça fait en sorte que je suis l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Alors, il l'aurait remercié. Autant que il m'aurait trouvé hot, là. Hey, je fais un back and forth sur ce que tu as mentionné parce que t'es vraiment dur envers toi-même, envers tes goals. Mais aujourd'hui, quand même, tu as atteint plus de 100 millions quand même en prêt hypothécaire annuel. C'est quoi le prochain step en prêt hypothécaire? Je sais que tu es en train de bâtir ton équipe, Ouais. mais c'est quoi le next step en tant que prêteur hypothécaire? Ouais, donc je vais juste te statuer que les 100 millions, c'est pas uniquement dans le prêt hypothécaire, c'est aussi en faisant beaucoup de prêts privés. Bon, on Des peut prêts dire alternatifs. prêts alternatifs, prêts privés. Créatifs, on va dire ça de même. En tant que prêteur. Ouais. En tant que prêteur, surtout. Donc, c'est quoi mon prochain step? Je te dirais que mon objectif ultime, c'est quand je commence quelque chose, j'essaie toujours de faire en sorte que c'est quelque chose de réussi, puis pas nécessairement la médiocrité, vraiment faire quelque chose de vraiment cool avec ça. Donc, l'école d'éducation, l'école de l'éducation immobilière, je veux l'amener ça à un autre niveau. Je vois un peu qu'est-ce qu'il y a dans le marché, puis je veux amener ça vraiment à un autre niveau, tu vois. Donc, ça, c'est ce que j'ai envie de faire, aider le maximum de personnes. Et depuis les 10 dernières années, avec les podcasts, avec les événements et tout, quelque chose qui me réconforte beaucoup, qu'il y a pas que l'argent viendra jamais remplacer ce feeling, c'est avoir quelqu'un qui me dit, comme toi, tantôt, qui me dit, j'étais inspiré. Et honnêtement, ça me donne un feu en moi, ça me donne un drive en moi que j'ai toujours envie de continuer encore plus et d'aider encore plus de personnes. Donc, je dirais qu'avec l'école immobilière, le fait d'aider encore plus de personnes à devenir libres financièrement, libres pour qu'ils puissent avoir une meilleure retraite, je pense que c'est quelque chose qui me prime encore plus. Donc, je dirais, ouais, c'est juste amener ça à un autre niveau. Je commence, là. Tu vois, on a commencé en septembre dernier, plus d'une centaine de clients, déjà là, en partant. Alors là, j'ai organisé un événement le 28 février. On a plus de 300 personnes qui sont confirmées. Donc, c'est ça, donc respirer le maximum de personnes et de les amener à un autre niveau. Avant de jumper sur ton événement qui s'en vient, justement, parce que les gens vont pouvoir s'inscrire, je vais mettre le lien en bas. Mais avant de jumper là-dessus, moi, tu sais, mes créateurs de richesse, les membres de mon programme Mentorat, tu sais, je leur parle souvent là, de Serujan, puis c'est super important. Serujan, c'est pas un gars qui vend des taux. C'est vraiment une personne qui vend des solutions d'affaires. Puis ça, là, est-ce que tu appliques ça dans ta gestion de tes différentes sociétés d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, t'es une business de courtage immobilier, mais tu as d'autres sociétés maintenant, formation en ligne sur le financement, entre autres, créatif, mais les événements, etc. Mais au-delà de ça, comment tu transposes les solutions d'affaires que tu appliquais en hypothèque et en financement créatif, puis tu les appliques dans tes différentes sociétés puis avec tes collaborateurs? Je dirais d'abord, la première chose, c'est de pas te paniquer. De pas paniquer. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a toujours des situations difficiles, des moments difficiles, puis soit tu vas vers la solution ou tu vis l'émotion que ce problème t'amène, puis là, ça part en couille. Right? Excuse-moi du terme, mais... Right? Donc, j'ai toujours été un gars le plus laid back, donc j'essaie de voir, OK, c'est quoi la solution. Quoique, avec ma relation personnelle, avec ma femme, ça marche pas. Dans la négociation, ça va-tu pas pire? En négociation, ça marche. Tu sais, quand tu... Ça veut dire que c'est elle qui vide le lave-vaisselle ou c'est toi ou tu perds tout le temps? Non. T'as une bonne moyenne. Une bonne moyenne. Bonne moyenne, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand une personne vide ses émotions, puis t'es comme, OK, c'est quoi la solution? C'est pas la bonne chose à dire, right? Mais en business, ça marche souvent, ça marche tout le temps. Alors, j'essaie toujours de regarder c'est quoi la solution. J'ai toujours été comme ça, donc honnêtement, je me laisse pas emporter par mes émotions quand il y a des problèmes. Et c'est ça mon pouvoir, mon super pouvoir, je dirais.
right? Donc, il peut avoir il peut avoir quelque chose de vraiment terrible qui arrive de moment, mais je regarde souvent pour qu'est-ce que je peux faire. Position froidement, on se positionne, on regarde, puis ne pas rentrer justement dans l'émotion de notre obstacle. Puis ça, là, tu sais, les créateurs de richesse, ils voient souvent ça. Et les gens en affaires, les investisseurs immobiliers, souvent, ils vont rentrer dans le problème au lieu de se mettre comme over de ci, tu sais, se mettre en vol d'oiseau sur l'obstacle. Moi, je dis tout le temps, mets-toi en vol d'oiseau, rentre pas, parce que si tu rentres, puis tu vis ton problème, c'est comme tu vas l'avoir en émotion, puis si tu le vois en émotion, t'es pas capable de régler le problème. Non, ça aide surtout pas. Tu sais, on est tellement irrelevant si on regarde la grande image, right? Si on regarde la Terre, on est juste une petite fourmi. Si on regarde, on a une pleine vue de la Terre. Et après ça, si on recule en arrière, c'est la galaxie. Oh my God! Alors, évidemment, c'est facile à dire, mais difficile à faire, surtout quand les émotions nous emportent. Mais, j'essaie de penser comme dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que tu vas avoir le même problème? La réalité, c'est non. Right? Ce que tu vis actuellement, tu l'auras pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Right? Alors, pourquoi prendre autant au sérieux? Il y a toujours des solutions. C'est surtout avec un réseau de contacts que j'ai, j'appelle du monde pour avoir des conseils. Et boum, on passe à l'action par la suite. Prêteur privé? Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré à te dire, ben maintenant, je suis courtier hypothécaire avec de l'expérience, avec plusieurs années, puis tu te dis, ben là, j'ai de l'argent qui dort dans mon compte, mais pourquoi s'en aller également comme prêteur privé? Oui. Alors, en fait, c'était fait de façon naturelle. Quand j'ai commencé à l'âge de 22 dans le courtage hypothécaire, je travaillais pour ce mentor qui était un courtier hypothécaire spécialisé dans les financements alternatifs privés. Et lui, il était prêteur privé. Ouais, il était le fils du cofondateur de Multiprêt. Donc, il avait déjà un grand réseau, un entrepreneur très, très accompli. Donc, étant jeune, je le voyais, je l'idolisais. Je voulais devenir comme lui. Et à force de travailler avec lui, j'ai pris ma place, j'ai fait mes preuves et finalement, l'opportunité s'est présentée. En fait, je suis allé chercher l'opportunité. Je connaissais pas c'est quoi le prêt privé. Mais parce que je faisais du courtage dans le prêt privé, j'ai compris la game de c'est quoi être un prêteur privé. Puis parce qu'il était prêteur privé, naturellement, j'ai pris l'opportunité de devenir. À l'âge de 25 ans, j'ai levé mon premier $1 million pour pouvoir prêter de l'argent. Choose by that, man. Yeah, let's go. Let's go. Hey, à la minute, le micro, on tasse le micro. Boom. Yes, donc à l'âge de 25, j'ai levé mon premier $1 million. Je suis retourné le voir parce qu'en fait, ça s'est pas passé exactement comme je te raconte, right? C'est-à-dire que c'était pas facile. Quand j'ai proposé, en fait, quand je suis rentré adjoint assistant pour lui, on était deux. On faisait 20 heures chaque, right? Donc pour lui, c'était parfait. Il me paye le même salaire divisé par 2, right? Alors si un quitte, l'autre, il va probablement rester. Et parce que lui, il voyait ça comme dans tous les assistants qu'il avait auparavant, ils ont tous quitté parce que c'est un domaine qui est difficile. Le privé surtout, c'est encore plus difficile. Alors, lui, il pensait qu'un de nous quitterait. Nous, en tant que boys, c'est quelqu'un que je connaissais. Boys Club, là. C'était un boys club. On se tient fort. Exact. Puis c'est moi qui ai amené l'opportunité d'être assistant car je voulais aussi concentrer dans ma propre business, développer de l'autre côté. Nous, on avait un plan. Le plan, c'était qu'on voulait devenir prêteur privé et convaincre cette personne, il s'appelait Eric, convaincre Eric d'aller de l'avant. Right? Alors, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, j'apprends dans mon chiffre que l'autre est devenu prêteur privé avec lui. Je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak. Je comprends pas. C'était le plan à 2. À 2, mais là, tu l'as fait seul. Il a fait avec l'autre, right? Et je voyais, honnêtement, Tu t'es senti comme trahi? Un peu, honnêtement. Mais, encore une fois... Obstacle parmi tant d'autres. Un obstacle. Puis je me suis posé la question, pourquoi ils se sont mis à 2? Pourquoi je suis pas dedans? Pourtant, je suis le meilleur closer. Je suis le meilleur dans l'équipe au niveau de la vente. Je comprenais pas trop. Alors, j'ai affronté mon mentor. J'ai dit, hey, Eric, comme tu savais que c'était dans mes plans également. Pourquoi? Il me dit, c'est jeune, tu n'es pas encore prêt. Alors, je voulais savoir c'est quoi son perspective, c'est quoi la raison derrière lui, right?
Hey, tu n'es pas prêt encore? Écoute, donne-toi encore 5 ans. Donc, je te rappelle, j'avais 24, 25 dans ce temps-là. Donc, il m'a dit 30 ans. J'ai 32 aujourd'hui. Donc, imagine si je l'aurais écouté. Alors, il me dit, t'es pas encore prêt, donne-toi encore 6 ans, puis on va regarder ça plus tard. Tu as encore des preuves à faire. Alors, j'avais deux options. Soit D'accord. dire bye, ou soit travailler là-dessus, right? Alors, tu peux pas convaincre une personne de te marier, tu peux pas convaincre une personne de rentrer en partenariat avec toi. C'est soit il est intéressé à le faire, soit il est pas intéressé. S'il est pas intéressé, savoir ses raisons pour que tu puisses travailler là-dessus. Puis je savais qu'en restant avec lui, j'avais une grande opportunité. Puis encore là, tu sais, il y a une centaine de courtiers hypothécaires, une centaine de personnes dans le monde de financement dans l'immobilier. C'est pas tous les jours que tu vas être à côté de quelqu'un qui est prêteur privé, que tu peux apprendre de lui, right? Alors, le prêt privé, c'est extrêmement lucratif, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Pourquoi personne le fait? La raison que personne le fait, c'est parce que on n'a aucune idée comment ça fonctionne. On a des petites informations gauche à droite, mais on n'a pas nécessairement plus que ça comme idée de comment la structure. C'est quoi les réels paramètres. Les réels paramètres, tu vois. Alors, parce que j'avais vraiment cette opportunité devant moi, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Puis la prochaine chose que j'ai faite, c'est de dire que la seule façon de le convaincre, tout de suite, de rentrer en partenariat avec moi, c'est si j'avais de l'argent. Alors, pour avoir de l'argent, je dois closer quelqu'un, je dois avoir quelqu'un qui a des millions dans le but d'investir avec nous. J'ai réussi à avoir quelqu'un. C'est une longue histoire courte, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai réussi. Dans d'autres podcasts, j'ai déjà raconté ça, mais j'ai quelqu'un a dit oui. J'avais quelqu'un qui avait son $1 million. Vous avez fait un joint venture ensemble. Je suis retourné voir Eric. J'ai dit à Eric, te rappelles-tu quand tu m'as dit je devais attendre 5 ans? Mettons que j'ai $1 million. T'es-tu partant de devenir partenaire avec moi? Ah oui. Bon, oui, voyons. Absolument, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis devenu prêteur. Puis à partir de là, on était partenaires pendant quelques années. Et boum, après ça, j'ai volé de mes propres ailes. On a une vingtaine de millions en gestion. On essaie d'amener ça à une centaine de millions. Je dirais que c'est un autre objectif dans ma vie, c'est d'être un des plus gros prêteurs à travers le Canada et à travers les États-Unis. Je pense que la monnaie, c'est un véhicule que tout le monde a besoin. Ouais. Et contrairement au courtage où je dois aller chercher un permis dans chacune des provinces pour pouvoir travailler, prêter de l'argent, j'ai pas de ce genre d'épreuve à surmonter, tu vois. Donc, c'est du speed. Je peux aller plus rapidement. Ce qui manque, c'est aller lever des plus gros fonds. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça veut dire que t'es-tu en train de me dire que parce que t'es allé chercher des connaissances qui sont spécifiques, ça veut dire des connaissances qu'il n'y a pas grand monde à la fin qui peuvent... Il y a moins de personnes qui vont aller chercher ces connaissances-là. Ça t'a permis de jumper comme prêteur privé. Est-ce que tu peux dire que à partir de cette base-là, tu as fait plus d'argent à cause que tu avais... Tu sais, je vais dire un exemple. J'apprends à devenir janitor, tu sais, à passer la mop. Ça prend une connaissance de base, mais à peu près tout le monde peut le faire. Mais aller chercher des connaissances spécifiques reliées aux prêteurs privés, tout le domaine du financement, quand c'est très pointu, là, est-ce que ça devient... Tu te démarques parce que c'est plus pointu dans un marché? Absolument. Je dirais que, tu vois, j'aime ça te dire de notre perspective. Tu vois, la raison pourquoi je suis rentré dans le courtage hypothécaire, c'est que j'ai eu une conversation d'un ami qui m'a dit, hey, why don't you try mortgage brokering? Et j'avais aucune idée c'est quoi courtage hypothécaire. J'ai fait des recherches sur Google. J'ai trouvé ça intéressant. On peut faire de l'argent. Sur un coup de tête, je suis rentré. J'ai su que, dans les recherches, j'ai su que tu as illimité d'options au niveau des banques. Tu peux faire autant d'argent dépendamment de ton éthique de travail. Donc, pour moi, c'était un domaine que je savais que si je mettais les efforts, je pouvais réussir. Right? Puis après ça, qu'est-ce que j'ai vu? Une autre opportunité devant moi qui est mon mentor qui était prêteur privé. Donc, j'ai pris cette option. Par la suite, avec les années, j'ai vu d'autres opportunités devant moi. Mais maintenant, si on revient en arrière, puis toutes les opportunités, toutes les carrières sont disponibles à ta portée devant tes yeux. Peut-être que je serais pas rentré dans le courtage hypothécaire. Peut-être que tu aurais été camionneur.
peut-être camionneur, mais si je compare un peu le retour sur l'investissement, je serais peut-être pas camionneur. Je vendrais des jets, je vendrais quelque chose parce que j'ai l'information, j'ai quelqu'un qui le fait devant moi. Ouais, quelqu'un qui pratique déjà le domaine. C'est juste que le fait de ne pas tout connaître, de ne pas avoir toutes les opportunités devant nous, on prend la prochaine opportunité qui est en face de nous, right? Ouais. Alors, C'est celle-là que tu as sauté dessus. Exact. Donc, je dirais que comme ce privilège d'avoir ce genre de personnes autour de toi qui font des grandes choses, c'est un privilège. Donc, j'ai simplement sauté dans l'opportunité. Tu es dans un secteur, à quelque part, qui fait partie des obstacles que les investisseurs immobiliers ont besoin, ont tout le temps. On a toujours besoin d'argent. Ouais. Tu sais, ça fait plus que 20 ans que je fais du développement immobilier. Puis aujourd'hui, on a encore besoin d'argent. Il y en a qui s'imaginent que les grands joueurs de ce monde n'ont pas besoin d'argent. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu es tout le temps en train d'upgrader. Tu sais, nous autres aussi, on augmente nos niveaux. Comme toi, tu augmentes tes niveaux. Tu as passé 100 millions. Après ça, tu vas aller au milliard. Tu vas être le plus gros prêteur canadien, plus gros prêteur nord-américain. Ben c'est ça, c'est des étapes. C'est la même affaire comme investisseur immobilier. Puis, en fait, l'argent, c'est une source d'obstacles pour l'investisseur immobilier. T'aurais quoi à répondre là-dessus? Je nommerai pas de nom, mais quelqu'un qu'on connaît très bien ici au Québec, qui est très connu dans le monde de l'investissement immobilier. Je l'ai rencontré, il m'a dit, c'est aujourd'hui, ma formule, c'est 50% investisseur, 50% privé. Good! Right? Puis c'est quelqu'un qu'on voit très souvent. Mais très en souvent. fait, c'est une excellente formule. Et la raison pourquoi je te dis tout ça, c'est que lui, qui fait des choses flyées, right, au niveau de l'investissement, dans les centaines de millions de dollars d'investissement par projet, il a besoin de lever des fonds. Il a besoin d'aller chercher du financement privé. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas tout mettre dans le même panier. Tu ne veux pas mettre tout ton argent dans le même panier. Tu veux diversifier le risque. Right? Et surtout, s'il y a des gens qui embarquent avec toi dans un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont fait leur propre analyse et ils ont décidé d'embarquer avec toi. Ça veut dire que ton projet, en plus d'être intéressant dans tes yeux à toi, il est aussi intéressant pour les yeux des autres. Alors, absolument. Et l'autre chose, c'est que quand tu fais faire de l'argent grâce à tes projets à d'autres personnes, prochaine fois que tu les appelles, en fait, ils vont t'appeler pour dire « Hey, Jeff, c'est quand le prochain projet? » C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Ouais. C'est de l'argent qui dort dans mon compte bancaire. Right? C'est ça la beauté. Alors, je pense que même si tu as de l'argent, essaie d'embarquer d'autres personnes pour diversifier, d'un, le risque, c'est plus intelligent de le faire. Deux, c'est que quand les gens réalisent que tu les aides à faire des sous, et aider leur patrimoine, c'est sûr et certain qu'ils vont parler de toi. C'est comme ça qu'on lève des fonds. J'ai un cours là-dessus, comment lever des fonds, et j'en parle souvent de ça. Tu sais, ton réseau doit être important. Tu dois continuer à grossir ton réseau. Tu dois continuer, surtout dans des négociations où il y a quelqu'un qui a de l'argent. Essaie pas de gratter pour aller chercher toutes les scènes. Essaye de toujours faire en sorte que tout le monde est gagnant là-dedans. Aujourd'hui, le Trump est assez connu et assez influent dans le monde entier actuellement, mais c'est pas d'être Trump c'est juste lui qui gagne. Hey, lever des fonds, Sir John. Parle-moi donc l'essence un peu de ton programme de formation sur l'art de lever des fonds. Je viens de nommer un titre parmi tant d'autres. C'est quelque chose que j'ai dit souvent, l'art de lever des fonds. C'est un art. Hein? C'est quoi l'essence, je pourrais dire? Moi, là, je suis investisseur immobilier, là, puis on s'adresse à des investisseurs immobiliers en ce moment. Là. Qu'est-ce que ça prend pour lever des fonds? Bonne question. Tu sais, je le donne cette formation en 90 jours, donc en donner ça en quelques minutes, c'est difficile, mais l'essence, je dirais, il faut d'abord que tout commence par toi. Il faut que les gens te font confiance. Faut que tu aies un solide branding au niveau personnel pour que les gens puissent te faire confiance. Donc, la réputation est importante, les réseaux sont importants. Qu'est-ce que tu projettes sur les réseaux? C'est plus facile que jamais faire une recherche sur une personne. Tu t'exposes toi-même sans nécessairement demander. Tu t'exposes toi-même sans qu'on te demande. Right? Tu mets sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu manges, où tu habites, où est-ce que tu aimes voyager, tout ça. Donc, la première chose qu'on fait, c'est taper ton nom pour voir qui tu es.
Du moment que tu passes par cette étape, tu es une personne crédible, tu as une certaine réputation, et les gens admirent, travailler avec toi. L'autre chose, c'est ton expertise. Il faut que tu gagnes la confiance de l'individu sur ton projet, que tu sais qu'est-ce que tu fais. Right? Donc, peu importe le projet, il y a toujours des deals. Dans ma position aujourd'hui, à ma table, je vois toujours des deals passer à travers ma table. Au niveau du financement, au niveau des prêts que je fais, au niveau de tout ce que je fais, je vois toujours des deals passer. Puis, il y en a tout le temps des deals. Right? Alors, si tu viens agressivement en disant « Hey, j'ai vraiment un beau deal. Right? Il y a vraiment ce deal qu'on peut financer, on va faire full d'argent, mais il y en a d'autres. » Alors, au-delà de ça, c'est toi. Après ça, c'est le deal. C'est comment tu vas protéger l'argent de la personne. Alors, il faut vraiment que tu back avec tout cela pour convaincre des personnes. Puis, par la suite, il faut que tu crées des systèmes et processus pour que tu puisses accumuler des investisseurs. Right? C'est-à-dire que chaque projet que tu parles, chaque projet que tu présentes, même si cet investisseur a dit non, ça ne veut pas dire non pour le restant de ta vie sur d'autres projets. Donc, tu dois avoir un système qui permet de pouvoir les contacter à nouveau. Right? Alors, là, aujourd'hui, on a une présentation sur un 8 logements que je fais devant une trentaine d'investisseurs. Peut-être qu'on va être une cinquantaine. J'ai envoyé un courriel de masse à tout mon réseau et on lève des fonds sur Zoom. Right? Alors, j'appelle mon Zoom s'appelle The Deal Room. Puis une présentation d'un 8 logements. On a nos partenaires qui viennent, tous les intervenants qui sont reliés à cette transaction, à ce projet. Puis il y a des investisseurs qui sont là pour écouter. C'est comme un Shark Tank pour l'immobilier. Right? Alors, tu dois avoir aussi plusieurs réseaux. Donc, une façon de lever des fonds, c'est... D'appeler Seroujan. D'appeler Seroujan, mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, I teach what I preach. Right? What do I mean by that? Ça veut dire quoi? C'est que j'applique ce que j'enseigne. Alors, présentement, je fais ce Zoom pour moi, pour mon projet à moi, avec mes investisseurs, avec mes partenaires. Right? Et je lève des fonds. Et pour le faire, un des canaux que j'utilise, c'est mon réseau, le grand public, en faisant un appel virtuel. L'autre chose, c'est que j'appelle chacun des individus, chacun des investisseurs que j'ai pour aussi parler du projet. Donc, il y en a plusieurs canaux. Tu peux pas te fier à une personne qui a dizaines de millions de dollars ou il te dit qu'il est intéressé à aller de l'avant avec toi. Tu peux pas seulement compter sur lui. Tu dois continuer à bâtir. Alors, c'est tout ça que j'enseigne. Donc, pour résumer le tout, la levée de fonds, c'est une entreprise. Il faut le voir comme une entreprise. Il faut travailler tous les jours là-dessus, mettre des systèmes et processus, des automatisations, accumuler le plus de data possible. Et parallèlement, tu dois te familiariser avec ton projet. Tu dois devenir un expert de ton projet pour que les gens se sentent en confiance de vouloir aller de l'avant avec toi. C'est vraiment malade parce que expose ton expertise, deviens un expert de ton projet. Puis même moi, à travers mon programme mentorat Flip de terrain et ou le programme mentorat Construis ton plex et même le commercial, c'est tout le temps la même base. Avec les connaissances, tu vas aller chercher, tu vas leverager tes connaissances pour aller chercher soit un partenaire financier, un partenaire tout court, et ou sinon, tu vas être en mesure de mieux préparer ta présentation auprès d'un courtier hypothécaire. Absolument. Comme toi. Parce que si tu es mal préparé, ben en fait, tu seras capable de le présenter, puis la personne, elle ne te sentira pas comme l'expert du projet. Puis pourtant, c'est ta job d'être le leader. Ouais. Mettons que tu as un projet et que tu n'es pas 100% certain avant de lever des fonds, va voir un courtier hypothécaire, va voir quelqu'un qui a une spécialité là-dedans, dans les flips, dans le multilogement, peu importe ce que tu es en train de faire. Puis, nous, on va monter le projet, puis regarder c'est quoi les possibilités au niveau du financement. Les failles, c'est quoi les possibilités au niveau du financement? Est-ce que c'est un bon deal pour les prêteurs? Puis, au niveau de la mise de fonds, souvent, la levée de fonds, c'est pas pour l'entièreté du projet, c'est vraiment la partie mise de fonds. L'autre partie, ça sera financé soit par un privé, soit par une banque alternative ou une banque régulière. Donc, c'est la partie mise de fonds que tu vas devoir lever. Donc, si on t'accepte, on te dit, écoute, Jeff, pour ce projet, on peut aller jusqu'à 75% de la valeur de la propriété, la valeur du projet. Il faut juste que tu t'amènes à 25% pour qu'on puisse aller de l'avant. Si je te dis ça, c'est parce qu'on est confiant que c'est un beau projet, que je vais être en mesure de trouver un prêteur pour toi. Alors, va lever des fonds pour 25%. Tu vois?
une des façons, Serujan, entre autres, pour aller chercher des partenaires comme ça, ce qui nous amène dans notre prochain bloc, Massive Influence, Elevate. Donc, t'as été un des instigateurs du Québec à faire des méga événements, puis t'as pas eu peur d'investir de l'argent avec des invités américains. Puis ça, honnêtement, là, je te l'avais dit la première fois qu'on s'avait rencontrés, moi, ça m'a flabbergasté. C'était là, voyons donc. Il est malade, le gars, il est fou faire venir des Américains. Ça coûte des centaines et des centaines de milliers de dollars faire venir les gens. Puis t'investis. Puis à la fin, on le sait que les événements au Québec, il n'y a pas de tonne d'argent à faire avec ça. Il n'y a pas de... Pourquoi? Like you said, massive influence, right? J'ai toujours été obsédé par comment débloquer la réussite, right? Comment être parmi les grands hommes de ce monde, right? Pour que tu sois invité à une table autour de ces gens intéressants, il faut que tu sois quelqu'un d'important. Pour devenir important, tu peux le faire à travers l'argent, tu peux le faire à travers l'influence. J'ai décidé de le faire à travers l'influence parce que l'influence m'apporte de l'argent. Right? Alors, je savais que une des possibilités, au-delà de mon expertise, au-delà de tout ce que je fais sur le côté, c'est être entouré de personnes importantes, faire en sorte que les gens sont comme tu as mentionné, comme tu as témoigné, flabbergasté, right? Quand tu es assis à côté de Tony Robbins, de Ryan Serhant, de Patrick Bet-David, right? Parce que ces gens-là, ils ont déjà fait leur travail pour être très respectés dans l'industrie, tu vois? Alors, comment je peux être invité à leur table? Il n'y a pas beaucoup de façons. C'est soit tu es une personne importante qui a un intérêt commun pour eux, sinon, il faut que tu deviennes leur client. Alors, j'ai décidé d'abord de devenir leur client en payant leur formation, en payant tout ce que je peux payer pour être proche de ces personnes-là. Puis ensuite, ben évidemment, je suis pas fou là pour payer quelque chose dans les airs. Ça m'amenait aussi des résultats au niveau de leur connaissance, leur expertise, leur mentorat et tout. Mais après ça, ben c'est de voir comment que je peux les amener soit dans un podcast, dans un événement. Et par force des choses, j'ai décidé de faire des événements parce que j'ai remarqué en analysant un peu le marché, autant ici qu'aux États-Unis, il y a des organisateurs d'événements qui sont devenus des notoriétés dans l'industrie parce qu'ils étaient collés à des influenceurs, des personnes avec des gros noms. Et souvent, ils font des événements. Alors, j'ai dit, OK, c'est une véhicule pour bâtir ton influence, d'être proche de ces gens importants. Donc, c'est par la force des choses, j'ai décidé de faire des événements là-dessus. C'est pas facile. C'est pas parce que tu fais un événement que cette personne va automatiquement te dire oui. Il y a aussi une analyse qu'ils vont faire de qui tu es comme personne, même si tu es prêt. Moi, tu sais, j'ai déjà été refusé d'une offre à 500 000 que j'ai proposée à une personne. Il m'a dit non, pas parce que j'avais pas nécessairement la crédibilité, mais parce qu'il faisait plus d'argent dans son secteur où ce qu'il était. Il voulait pas nécessairement perdre son temps à voyager, prendre l'avion et tout. Alors, dis-toi qu'il y a des individus comme ça qui disent non à 500 000 US pour parler. Right? Et je savais que je pouvais remplir une grande salle, peut-être le Centre Bell, avec une personne comme ça. Donc, j'ai fait mes recherches avant de proposer quelque chose comme ça. T'as casté. Ouais. Dis-toi qu'après ça, je vais lever des fonds aussi. Je vais pas mettre tout mon argent dans le même panier, tu vois. Mais c'est important, l'action. Là. Ouais. T'es allé et tu l'as essayé pareil. Ouais. Même Ryan Serhant, quand j'ai amené pour mon premier événement, ça m'a coûté une centaine de milliers de dollars. J'avais pas les sous. J'ai dit oui d'abord. J'ai dit oui d'abord, puis après ça, je suis allé chercher l'argent. Comme dans nos projets immobiliers, right? En fait, la formation que j'ai eue dans l'immobilier, ça m'a vraiment été utile parce que on rentre avec une offre d'achat acceptée, puis là, on est comme merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Faut que je bouge. Alors là, tu bouges, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, l'événementiel, être proche de ces gens-là, ben, ça amène une massive influence. Puis après ça, si t'es assez intelligent, si tu fais pas ton fou, puis du moment que cette personne apprend à te connaître à travers l'autre, exemple, ton réseau apprend à me connaître, maintenant, il écoute moi parler, puis il réalise que, OK, le gars, il make sense, le gars, il sait qu'est-ce qu'il dit, et là, tu deviens, ces gens-là, ils te suivent également, donc c'est comme ça que tu bâtis ton réseau. Donc, other people audience,
Mais le fait de gérer tout ça, là, c'est de gérer la mise en place de gros événements, le fait de gérer une équipe. Maintenant, tu as une équipe qui s'occupe de toi, autour de toi, au niveau vidéo, etc. Mais comment tu prends toute la pression de tout cet univers-là qui tourne autour de toi sans en perdre ta valeur profonde personnelle du petit garçon de Sirijan qui avait 8 ans? Là, parce qu'on a des valeurs profondes. Ouais. Puis souvent, on voit, là, il y a des individus qui perdent la carte. Ouais. Mais comment le fait de cette pression-là, de cette grosse machine-là? Bonne question. Je dirais, il y a beaucoup de choses. D'abord, à la maison, on me prend toujours pas au sérieux. Donc, j'ai un cœur d'enfant à la maison, donc ça aide beaucoup. J'ai une famille qui m'aide au niveau de la balance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai jamais été quelqu'un qui admirait les gens qui avaient la tête gonflée. J'ai jamais admiré ces personnes-là. Alors, pour moi, quand je vois une personne qui a un grand succès, qu'est-ce que j'admire encore plus, c'est qui il est comme personne, comment il fait sentir les autres. Quand j'ai une conversation avec toi, est-ce qu'il est vraiment attentionné? Est-ce que, même si je suis rien, je me rappelle comme dans mes débuts, là, je parlais avec du monde, puis ils me prenaient pas au sérieux, ils portaient pas attention à moi. Et que maintenant, quand le monde est petit, le Québec est petit, puis aujourd'hui, j'ai un certain succès, là, ils sont là, ils sont devant ma face, puis ils sont en train de lick butt, lécher, ils sont en train de lécher, tu vois, right? Alors, j'ai jamais aimé ça, parce que j'ai commencé avec rien, donc j'ai vu ma progression, j'ai vu aussi comment que certaines personnes te traitent quand t'es à tes plus bas, puis à tes plus hauts. Alors, parce que j'aime pas ça, et jamais été une personne comme ça, je pense que je ne serai jamais cette personne, right? Qui va avoir la tête enflée. Parce que profondément, j'aime pas ce genre d'individu. C'est vrai. Alors, c'est ma mère, mes parents. Ouais, triste, tu deviendrais de même. Ma mère, probablement, mais mes parents, ils m'ont toujours donné cette valeur, c'est-à-dire toujours faire attention à ton entourage. Don't forget where you're from. D'être bien avec les individus, parce que tôt ou tard, tu auras besoin de leur aide, tu sais. Alors, tu sais, s'il y a une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, maintenant que l'argent n'est plus le véhicule, right? Que ton influence vaut rien, que tes followers servent à rien, qui tu as comme personne, à qui tu peux appeler? Qui tu peux appeler? Puis tu vas rapidement apercevoir que tout ce que tu as eu, c'est self cloud and fakeness. C'est fou. C'est qui tu as vraiment pris soin à leur plus bas, qui vont vraiment être là pour toi. Donc, puis peu importe l'influence que tu as, tu peux compter avec tes doigts, ce genre de personnes. Donc, c'est pour ça que je idolise pas ce type de vie. Non. Ça répond à ta question? Absolument. Sirijan, connexion avec nos 7 piliers. Comme on le sait, la diversification est super importante pour atteindre la liberté financière, atteindre la richesse. Puis souvent, les gens le voient pas. Puis là, je vais te poser une série de questions par rapport à la diversification puis tes 7 piliers à toi. Dans le fond, tu te trouves où? Ton expertise, elle se retrouve où là-dedans? Puis toi, tu te retrouves où? 1, l'immobilier. Attends. Donc, comment tu te retrouves? Il y a 7 piliers. L'immobilier, entreprise d'opération, les arts. OK, mais arts. tu veux que je donne une note ou... Ouais, exact. Ouais, allons-y de même. Une note de 1 à 10. Comment que les gens font habituellement? Ouais, en fait, c'est la première fois qu'on le fait. OK. C'est toi le cobaye. Let's go. On est prêt de gang. Okay. Fait que j'en ai 7. Pour moi, c'est les 7 piliers qui sont importants pour créer une liberté financière, pour que tu aies des revenus diversifiés. L'immobilier. Ouais. L'immobilier, c'est vaste, mais je vais dire un 7. 7. Ouais. Entreprise d'opération. Je vais dire un 6. Pourquoi 6? Ben, je te dis, je suis difficile envers moi-même. Quand je regarde mes mentors autour de moi, des Alex Hormozy, les Patrick Bet-David qui ont bâti des grandes entreprises de malade mental qui vaut des milliards de dollars, je suis un fourmi. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à soulever. Peut-être au Québec, peut-être que je serais donner une plus grande note, mais, I mean, c'est
Le jour où tu arrêtes d'apprendre, le jour où tu penses que t'as tout acquis, t'as tout compris, c'est le jour où tu commences à perdre ta place, là. Right? Donc, je me donne un 6 parce que comme ça, j'ai encore beaucoup de choses à aller chercher. Les arts. On a eu comme premier invité Confetti, un gars de Saint-Sauveur qui a fait cette toile-là. Comment tu te positionnes par rapport aux arts? Je donnerais un freaking 2. Il n'y a aucune espèce Je t'invite à écouter justement notre podcast avec Confetti, qui était notre premier podcast. Pour les autres qui sont en ligne, allez voir le premier épisode. Confetti, donc un artiste complet qui a lu plus de 100 livres. C'est fou tout ce qu'il a fait. Et puis, à travers de ça, vous allez comprendre son histoire de comment il arrive à créer des toiles vraiment qui sont remplies d'énergie. C'est vraiment beau. Ouais, c'est l'énergie, là, tu sais, nous autres, c'est le logo, là, Apparent, tu sais, c'est notre logo. Mais tu sais, l'énergie qui est dedans, là, puis tout ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Les métaux, tu sais, l'or, l'argent. 2. Ouais. Maintenant, les investissements boursiers, ça, là, moi, je te connais pas là-dessus. Ouais. Je dirais un 5, 6. Déjà, dans mes débuts, dans ma carrière, avant que je rentre dans le courtage hypothécaire, j'ai construit un ordi de ground up, c'est-à-dire que j'ai acheté pièce par pièce pour construire un ordi dans le but de day trade. Okay. Alors, j'ai pris énormément de formation là-dessus dans le but de pouvoir vivre de day trading. Mais j'ai compris rapidement que je suis un gars qui aime ça être à l'extérieur, qui aime ça parler, qui aime ça qui est influencé. Alors, être dans mon sous-sol, devant l'ordi, en train d'étudier le marché, c'est pas quelque chose que je veux faire. Ça te prend un contact humain, hein? C'est ça qui me prime, c'est ça qui me drive. Le contact humain, l'influence, d'aider les autres, des projets, c'est ça qui me prime. Donc, au niveau des marchés boursiers, j'ai une bonne connaissance, je continue à apprendre. Mon objectif, c'est d'investir là-dedans aussi. Tout mon investissement est dans l'immobilier actuellement parce que tu sais, c'est un véhicule sûr, je sais ce que je fais. C'est quelque chose que tu contrôles, hein, d'un bout à l'autre, partant du financement. Mais la diversification est importante. Jusqu'au financement. La diversification est importante. Je veux plus être un investisseur passif où tu sais, je mets mon argent là-dedans puis je regarde pas pour les 10 prochaines années. Plus comme ça, au lieu de... Crypto, hein? T'as-tu un petit peu de connaissance dans la crypto? Tu sais, j'avais des bitcoins quand j'étais... Oh my God! Dans mon adolescence. 15-16 ans, j'avais acheté des bitcoins et perdu mon portefeuille. Oh! Je sais pas la clé, là? J'ai perdu mon portefeuille, la clé. Fuck! Et j'ai essayé souvent d'essayer de penser à où est-ce que j'aurais pu le mettre dans toutes mes courriels que j'ai, mais je l'ai perdu. Donc, peut-être que j'ai un demi-bitcoin, je sais pas trop, mais honnêtement, c'est ça. Juste le fait de penser, ça me fait chier, là. Donc, peux-tu passer à la prochaine question? Oui. Revenu d'affiliation? Revenu d'affiliation, ça veut dire que tu fais de l'argent à travers tes produits parce que les gens te... Oui, et ton réseau. Exemple, moi, si tu me réfères, je te donne un revenu de référencement, c'est mieux. Je dirais un 8-9. Ouais. Beaucoup de ma business, c'est des références. Ouais. Au début de ma carrière, dans je dirais 3 ans avant, même pas au début, ou 3 ans avant, je dirais que 90% c'est des références. Aujourd'hui, je voulais me distancier un peu des références et aller chercher aussi directement des clients. C'était beaucoup de B2B, ma business de courtage hypothécaire, donc beaucoup de références de courtier hypothécaire, courtier immobilier, conseiller et tout, au début de ma carrière jusqu'à les dernières 3 ans. Mais je voulais être dépendant de ça. Alors, je voulais être dépendant de ça parce que je me suis dit peut-être que si je veux partir un peu à l'extérieur, voyager un peu dans le monde entier, c'est difficile d'entretenir des relations. Surtout si toute ta business vient des références. Et tu dois aller manger avec eux, tu dois faire des petits trucs pour eux. Tu vois, c'est comme ça que tu gardes les relations, surtout si c'est uniquement des relations d'affaires. Right? Alors, je me suis dit, OK, oui, c'est bien, j'aime ça, faire ça, mais peut-être qu'à un moment donné, je veux vivre une des vies que je voulais, c'est de voyager un peu, travailler de partout dans le monde. Alors, je me suis distancé un peu de ça, c'est-à-dire que je mets beaucoup mon focus à comment aller chercher la clientèle directement. C'est pour ça que les événements et tout ça, les Zooms, les webinaires, les appels virtuels, tout ça me donne la possibilité d'aller chercher la clientèle directement versus simplement des références. Les jeunes qui commencent ou les gens un petit peu plus aguerris, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à eux? Ils se sentent toujours comme l'urgence de vouloir bâtir rapidement.
Ben, tu peux bâtir rapidement, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas péter la face vraiment solidement. Ouais. Tu vas casser la gueule. C'est-à-dire que il n'y a pas plein de façons de réussir rapidement. Si toi, tu fais quelque chose d'illégal, right? Tu trahis du monde, tu bypasses du monde, tu voles, ça, c'est la façon rapide. La façon où tu vas bâtir la crédibilité, la réputation, tu veux être une bonne personne et tu veux aller chercher le maximum d'influence, ça prend du temps. Ça prend du temps, right? Ça prend du temps où tu as des parents riches qui ont bâti un réseau. Les parents riches, pas nécessairement pour l'argent, mais pour le réseau qu'ils ont. Puis après ça, ben, parce que tu es le fils de cette telle personne, mais tu as la possibilité de rencontrer toutes les personnes importantes pour bâtir ta crédibilité rapidement. Ça, c'est la deuxième option. La deuxième option. Sinon, mon ami, tu dois faire ton temps. Tu dois faire ton temps, puis le temps, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Si tu accélères, si tu mets 10x dans ton éthique de travail, tu peux le faire rapidement. C'est avec les bons conseils, des bons mentors qui évitent tous les trous, tous les obstacles, tu peux aller plus rapidement. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que j'ai investi énormément dans mon développement personnel. J'ai payé des mentors, j'écoute des pods, j'ai lu des livres, parce que tout ce que tu veux créer a déjà été créé par quelqu'un d'autre et il a déjà été documenté également. Alors, dans les livres, tous ces individus, ils documentent leur succès, ils documentent qu'est-ce qu'ils ont fait. Right? En plus, avoir un mentor qui pratique... Moi, je pense... Les livres sont bons, mais les mentors, c'est parce qu'ils appliquent... En fait, ils t'apprennent qu'est-ce qu'ils appliquent actuellement. Right? C'est des gens qui sont in the game. C'est ça que j'aime. Parce que la vie change, la technologie change, les façons de faire changent. Alors, les mentors, c'est plus pour cette raison-là que je les prends. Donc, je dirais que c'est ça qui va permettre d'aller plus rapidement, plus vite. Donc, pour un jeune, je dirais, essaie d'investir sur toi le plus rapidement possible. C'est ça qui va permettre d'accélérer si tu veux vraiment aller vite. Je rebondis sur un élément ou je bondis plus sur un élément, les nouveaux arrivants, immigrants qui arrivent au Québec. Ouais. Tu as passé par là. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là aujourd'hui? Je travaille beaucoup avec les immigrants, les nouveaux arrivants, 2-3 ans, mais ils viennent avec une bonne éducation, ils comprennent le français, ils parlent anglais, exemple. Ils étaient des ingénieurs, des architectes dans leur pays, maintenant ils doivent rebâtir à nouveau, puis malheureusement le système ne leur permet pas de pouvoir accepter leur équivalence. Right? Alors là, ils doivent recommencer tout à nouveau. Ça, c'est malade mental. Ça n'a aucun sens. Ils ont passé des années à devenir docteur, ingénieur à droite, à gauche, dans un autre pays, puis ils s'en viennent ici, puis ils sont pas capables d'appliquer. Je peux comprendre, exemple, l'ingénierie, l'architecture, exemple, parce que... Mais le corps humain, là. Le corps humain, je comprends pas. C'est-tu des Martiens que tu opères là-bas? Je comprends, OK, les règles derrière, la conformité derrière, je peux comprendre ça, mais demande pas de tout recommencer. Va chercher l'équivalence, va chercher la montée des cours que tu as besoin d'aller chercher pour pouvoir te conformer ici, au Québec. Alors, pour les nouveaux arrivants, je dirais que ils sont plus... En fait, ils ont un avantage contre les Québécois d'ici, qui sont nés ici, même si des immigrants qui sont 2e, 3e génération, moi je les appelle des Québécois. Ouais. Et mais de plus en plus, je suis plus québécois que d'autres choses. Ouais. Quand je retourne dans mon pays, ils rient de moi parce que ils disent que je suis un coconut. T'as l'accent en plus. Coconut, tu sais c'est quoi, c'est le coconut? Non. C'est qu'à l'extérieur, t'es brun, mais à l'intérieur, t'es blanc. Oh my God! Ça là, je l'avais jamais entendu. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que les immigrants, ils ont un grand avantage contre les Québécois parce que c'est des gens qui ont soif, qui ont faim, qui sont prêts à travailler, mettre des heures. C'est des heures que tu peux pas imaginer. Toi, tu veux une balance, tu veux rentrer chez toi à 5 heures l'après-midi, tu veux passer du temps avec ta femme. Non, là-bas, c'est la famille au complet qui sont prêts à mettre ces sacrifices pour les 10 prochaines années dans le but de réussir. Donc, tu peux pas vraiment aller contre eux. Tu vas perdre. Donc, ils sont encore plus motivés que jamais. Donc c'est ça. Donc, je dirais que... Parce c'est excitant, hein? C'est excitant. Donc, le fait qu'ils ont tout sacrifié pour venir ici,
tu peux comprendre que ces gens-là, ils sont prêts à tout donner pour avoir la vie qu'ils veulent. Donc, on a tous les avantages. On connaît la langue, on parle français, on connaît le système, on connaît tout, mais parce qu'on n'a pas ce fait, on n'a pas cette perspective. Ils ont la faim, eux. Que souvent, ces immigrants-là, ils ont des meilleurs postes, ils font beaucoup plus que toi, simplement parce que t'as pas ce fait. C'est fou parce que, tu sais, même nous, dans nos programmes, on a beaucoup d'Africains. Puis, j'ai pas d'Africains qui réussissent pas dans mon programme. Ils ont tous réussi. Un infime pourcentage, là, à vrai dire. Là, ils ont cette soif de vouloir... Ils sont arrivés ici avec 2 sacs à vidange. Là, puis, tu sais, j'en ai un, là... ce qui est assez impressionnant. Quand même, il va construire 315 unités. J'en ai un autre, 289, Aurélien, là, 289 unités. Il a passé par notre programme de formation, mais tu sais, c'est fou là, comment ce qui est. Ils sont c'est des vrais bâtisseurs, mais ils croient en leur projet, en leur foi. C'est impressionnant. Puis ici, on revient à pourquoi. C'est parce que ces individus, ils n'avaient pas les mêmes opportunités là-bas. Non. Alors, quand ils viennent ici puis qu'ils voient cette carte blanche devant toi, que tu peux tout faire, tout réussir si tu mets vraiment les efforts, ils se disent « Wow, c'est un jeu d'enfant ici. » Right? Nous qui habitons ici, des Québécois qui sont là depuis plusieurs générations, on pense que on trouve difficile dans les petites choses. Alors, on voit pas la même chose, on n'a pas la même perspective. Alors, des fois, c'est pour ça que je dis tout le temps, et je vais dire souvent, c'est voyage. Va en Asie, va en Thaïlande, va en Inde, va voir comment que ces gens vivent avec absolument rien. Puis quand tu reviens, tu vas dire, tabarnouche, on est chanceux d'être ici au Québec, qu'est-ce que c'est Rudian, question finale, c'est quoi ton prochain « Jamais je n'aurais pensé » en 2026? Jamais je n'aurais pensé que... Jamais je n'aurais pensé que je serais dans l'événementiel. Right? Jamais je n'aurais pensé que je serais dans l'événementiel, être un des fondateurs d'une des plus grandes conférences au Canada, au niveau du nombre de personnes qui étaient là, au niveau du nombre de visibilité qu'on a eu. Le jeune chirurgien qui est rentré dans le courtage, il n'aurait jamais pensé qu'il ferait ça aujourd'hui. Right? Alors, l'événementiel, jamais je n'aurais pensé que je ferais un podcast avec des hommes que j'idolise, j'admire depuis des années, comme Brian Serhan, Patrick Bet-David, Neil Dingra, Mark Shapiro. Jeff Carrière, bien sûr. Right? Ouais, c'est vrai, je dois commencer à nommer des noms d'ici également. Bien sûr. Alors, je dirais que c'est Justin La Rochelle, plein de monde que... Ouais, c'est vraiment fou, là. Il y a des gens, Patrice Ménard, il y a des gens énormes, il y a des gens super importants, intéressants ici que j'admire beaucoup aussi, de qu'est-ce qu'ils ont bâti. Alors, ouais, jamais je n'aurais pensé que je pourrais faire tout ça. Et honnêtement, j'ai pris la prochaine opportunité devant moi, puis je continue à faire ça. En fait, la plus belle chose d'avoir du succès, c'est que les opportunités viennent vers toi. Right? Toute ta vie, tu cours vers les opportunités. Right? Tu dois démontrer, tu dois montrer que tu es une personne crédible, que tu es une personne importante et que ton projet est intéressant. Whatever. Mais vers la fin, c'est les opportunités viennent vers toi. Alors, je trouve ça drôle, les gens qui sont comme, tu sais, ils ont ce succès, puis qu'ils n'ont même pas envie de t'entendre, d'au moins t'écouter. Puis il manque des choses, il manque des opportunités. Je peux témoigner plein de personnes comme ça que je connais qui ont raté des opportunités juste parce qu'ils ont voulu... tu sais, des fois, c'est une question de priorité, de disponibilité ou tout, mais il y en a qui passent à travers, ils te passent à côté. Hey, c'est fou, Serjan, comme le temps passe vite, jaser avec toi, c'est vraiment impressionnant. Je te remercie beaucoup de ton passage au podcast Richesse et Liberté. Encore une fois, on a vu que ta personnalité, tu es une personne hyper intègre, hyper accessible. Tu as soif de vouloir gagner, mais tu as soif de vouloir
partager aussi. Pour moi, c'est ce que je retiens le plus comme toi, comme individu. Et tu es une personne qui est vraiment riche à l'intérieur. Pour moi, là, quelqu'un qui partage, puis le fait que tu aies parti d'une formation, aider les gens, parce que je le sais, c'est tough partir. Tout le monde pense que c'est facile de partir d'une formation en ligne. C'est pas facile, ça demande de l'énergie, puis il faut que tu le fasses pour ton why. Ton why, c'est quoi? Ben, on veut partager, on veut donner plus de richesse, puis ça, on le sent quand on est avec toi. J'apprécie, Jeff. Merci pour tes beaux mots. Puis, anytime, quand tu as besoin de moi, je suis là. Merci beaucoup, M. Dirigeant. Pour toi, créateur de richesse qui nous a regardé aujourd'hui en cette émission, ce beau podcast Richesse et Liberté, je te remercie beaucoup d'avoir participé. N'oublie pas, si tu veux voir la prochaine, clique sur la cloche. Écris tes commentaires. As-tu une question à poser à Sirujan aujourd'hui? Écris-la en commentaire. N'oublie pas d'aller voir le lien pour son prochain événement. C'est un événement gratuit que M. Sirujan fait pour toi. Donc, si tu y vas pas, c'est toi qui vas être pénalisé. Ça dépend quand tu sors ce podcast. C'est le 28. Oui, c'est vrai. Mais sinon, tu vas aller sur son site parce que ça dépend quand est-ce qu'il va sortir son événement gratuit parce que le podcast, ça se peut qu'il ne soit pas fait. Mais peu importe, sinon, ça sera sur le prochain. Donc, les coachs en ligne sont là pour t'aider, t'accompagner. Profite. Si en ce moment, tu es dans un moment où c'est un petit peu plus complexe pour toi d'avoir des sous et investir dans une formation en toi, oublie pas, tu as la bibliothèque municipale qui est disponible pour toi. Tu as les événements comme Sirujan fait un peu partout. Tu peux venir même sur nos sites, nos conférences. Et puis d'ailleurs, on a la prochaine conférence 14-15 mars, oublie pas, qui va sortir bientôt sur l'immobilier commercial. Sinon, entre-temps, je te souhaite une excellente journée. On se voit bientôt. Ciao, ciao!